Tension au parquet général près du Conseil d'État. Un réseau mafieux de l'insertion des noms fictifs dans la liste de paye en complicité avec la Robank a été démantelé. Détail tout à l'heure. Préparation de la session budgétaire de septembre, le bureau de l'Assemblée nationale et le gouvernement central harmonisent le vœu sur des questions d'intérêt national. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le président français Emmanuel Macron a promis d'annoncer la reconnaissance de l'État des Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies prévue en septembre à New York. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour vous informer. Le bureau de la Chambre basse du Parlement, conduit par son président Vital Kamerhe, a échangé avec une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji, qui a représenté la première ministre Judith Suminwa, empêchée pour des raisons d'État. Au menu, l'harmonisation des vœux sur des questions d'intérêt général en préparation de la session budgétaire de septembre prochain. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a insisté sur l'orthodoxie budgétaire en tenant compte des priorités du pays dans la question sécuritaire. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, les retours de la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo constituent la priorité des priorités. Il a recommandé au gouvernement de poursuivre les efforts dans ce sens, mais sans compromettre l'amélioration du social des Congolais, la rémunération des fonctionnaires de l'État, les investissements et le bon fonctionnement des institutions de la République. Le président de l'Assemblée nationale a réitéré le soutien du bureau de la Chambre basse du Parlement aux efforts diplomatiques conjugués par le chef de l'État Félix Tshisekedi et le gouvernement souminois pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale du pays. C'est dans cette optique qu'il faut placer l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda, ainsi que le processus de Doha. Nous avons observé une attitude de soutien au gouvernement, de soutien à l'institution présidente de la République qui se bat pour que la paix regagne notre territoire national. Le gouvernement et l'Assemblée nationale sont d'avis qu'il faut absolument soutenir ces processus qui ont comme objectif principal de ramener la paix, de ramener l'autorité de l'État à travers tous les territoires occupés. Et de ce point de vue, et l'Assemblée nationale et le gouvernement regardent dans la même direction. Et nous, au sein de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée a toujours été clair. Il n'est pas question de torpiller le processus qui est en cours. Il faut soutenir par notre attitude, par nos dires. Quant aux préoccupations sur les dotations du gouvernement à l'Assemblée nationale, le président de la commission ECOFID a fait savoir que cette question était subsidiaire. Guy Mafuta Kabongo rapporte que la solution à ces problèmes réside dans le respect de la loi des finances, exercice 2025. Ce n'était pas la question principale de la réunion. Évidemment, on a eu à effleurer la question parce qu'elle est nécessaire, mais la question trouve sa solution dans le respect de la loi des finances. La loi des finances qui a été votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État, établit les lignes budgétaires. Il est seulement question de les appliquer. Ce qui était important, c'est cette collaboration, ces échanges permanents entre les deux institutions pour déjà aborder certaines questions qui feront ou feraient l'objet des débats dans les jours qui arrivent lors de la session budgétaire et savoir prendre une position par rapport à tout ce que traverse le pays en ce moment. La prochaine session parlementaire interviendra le 15 septembre et sera essentiellement budgétaire. Dans l'actualité également au parquet général près du Conseil d'État, là où devrait régner la justice et la droiture. Actuellement, la triche, le vol et les clientélismes font la loi. Un scandale à vomir a récemment éclaté après les départs à la retraite du secrétaire général Mouy Pataï. Un système mafieux de détournement est ancré dans les cœurs de l'administration. Ces réseaux frauduleux s'illustraient par l'insertion de noms fictifs dans la liste de paye en complicité avec la Robank, permettant de ponctionner tranquillement les budgets de l'État pendant que les vrais agents ne touchent qu'à des miettes. Ce réseau a été démantelé par Mwamba, secrétaire divisionnaire au cabinet près le Conseil d'État lors d'un contrôle des routines. Ce dernier avait pris sur les faits un certain Cédric Kwamba, chef des bureaux et véritable cerveau opérationnel de cette escroquerie au sommet de l'État. Pour l'heure, les agents sollicitent l'implication du VPM en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Dossier à suivre.
Et en marge de la 17e édition du Salon international de l'industrie des défenses, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, ministre de la Défense nationale, a maximisé cette occasion pour échanger en bilatéral de haut niveau avec son homologue turc sur les stratégies de l'industrie des défenses. Suivez. C'est dans le cadre de la 17e édition du Salon international de l'industrie de défense, IDF 2025, que Maître Guy Kabombo Mwadianvita, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant de la RDC, a tenu un échange bilatéral de haut niveau, une rencontre avec son homologue turc Yasser Güler, ministre de la Défense de la République de Turquie, bien accueilli à Istanbul. Le vice-premier ministre congolais y a exprimé sa gratitude, saluant l'invitation à participer à ces grands rendez-vous stratégiques de l'industrie de défense. Au cours de leur entretien, les deux ministres ont réaffirmé la volonté partagée de renforcer la coopération militaire entre les deux pays frères. Dans le sillage de la vision portée par le président de la République et commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Recep Tayyip Erdogan. Guy Kabombo a rappelé l'importance d'une mise en œuvre effective des 3 instruments juridiques majeurs signés à Kinshasa le 20 février 2022, entre autres l'accord cadre de la coopération militaire, un autre accord dans le domaine de l'industrie de défense, ainsi que les protocoles d'aide financière. Le VPM de la défense de la RDC y a aussi souligné l'urgence d'une coopération concrète, structurée et tournée vers la formation, la modernisation des forces armées congolaises, l'appui technologique ainsi que le développement progressif d'une industrie de défense nationale, avant d'alerter sur la situation sécuritaire qui préoccupe encore dans l'est de la RDC, étant marquée par la persistance de l'agression rebelle du M23 AFC, et en a ainsi appelé au partenariat solide et sincère, notamment avec des pays comme la Turquie, ainsi que répondre de manière intégrée aux défis sécuritaires dans le respect de la souveraineté nationale. La coopération humanitaire a été au menu des échanges entre la République populaire de la Chine et la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Les deux personnalités ont brossé la situation socio-humanitaire de l'Est de la République démocratique du Congo et l'urgence de rétablir l'autorité de l'État pour mettre fin à la crise humanitaire. Jeudi 24 juillet 2025, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a reçu dans son cabinet de travail Zhao Bin, ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC. Les échanges ont porté sur un projet de coopération humanitaire initié par la Chine en faveur des populations congolaises vulnérables, notamment celles de l'Est de la RDC durement affectées par les conflits armés. Surnommée affectueusement la mère de tous, la ministre Nathalie Aziza Mounana a salué l'engagement de la Chine aux côtés du peuple congolais. Elle en a profité pour plaider en faveur d'un appui ciblé à l'endroit des enfants déplacés internes, en particulier des enfants des policiers et militaires, en vue de leur retour à l'école. Son plaidoyer a mis l'accent sur la fourniture des kits scolaires et autres objets classiques nécessaires à la rentrée. En fait, j'ai eu tout à l'heure une séance de travail très efficace avec Madame la ministre pour discuter de la mise en œuvre d'un projet d'aide humanitaire d'environ 2000 tonnes de riz en conteneurs qui sont déjà arrivés à Matadi. En réponse, l'ambassadeur Zhao Bin a exprimé sa satisfaction quant à cette initiative humanitaire et a réaffirmé la volonté de la Chine d'accompagner la RDC à travers des actions concrètes. Cette rencontre devra diligenter la procédure au bénéfice des vulnérables et s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre du programme du gouvernement conduit par la première ministre Judith Suminwa et dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Nathalie Aziza Mounana poursuit avec détermination sa mission au service des vulnérables pour un développement inclusif et solidaire.
Nairobi, Luanda, Washington et Doha, ces différents processus. Quelle est la part du peuple dans tout ça? Une problématique débattue dans la conférence des intellectuels congolais qui demande au peuple congolais de s'en approprier en vue d'une paix durable. Les Congolais doivent se mettre autour d'une table pour résoudre les causes profondes. Telle est la conclusion des assises des intellectuels congolais organisées par la société civile, le réseau citoyen, Pona Congo et la synergie pour la transparence des processus de paix. L'accord de paix est signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 27 juin dernier et l'accord de principe signé entre Kinshasa et le groupe M23 le 19 juillet dernier vise à établir un cessez-le-feu permanent et à ouvrir la voie à un accord de paix global d'ici le 18 août 2025. Sa mise en œuvre nécessite des actions concrètes comme la création des mécanismes de supervision, le lancement des négociations directes et l'inclusion de toutes les parties prenantes. S'il vous plaît, et je vous en conjure, ne réduisez plus jamais l'initiative du pacte social pour la paix au seul dialogue politique qui, dans l'écosystème des jalons structurels de ces processus holistiques, est un élément important, mais qui rejoint d'autres jalons qui fait de cette initiative un écosystème de construction holistique de la paix dans notre pays et dans notre sous-région. Cependant, plusieurs débats existent sur l'absence des sanctions pour non-respect et le manque de mécanismes de justice, ce qui pourrait compliquer son appropriation. On espère premièrement au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. On espère également à un cessez-le-feu permanent, à la restauration de la sécurité parce que c'est important. Des inquiétudes subsistent notamment quant à l'absence des sanctions en cas de non-respect et le manque de mécanismes de justice, ce qui pourrait miner la confiance des figures politiques et de la société civile, qui souligne la nécessité d'un dialogue national inclusif pour éviter que l'accord ne reste lettre morte. Après les nominations par ordonnance présidentielle aux différents postes, la question se pose sur le rôle et l'influence des églises. Le parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social et la plateforme Union Sacrée dénoncent la mainmise de l'église sur les décisions des nominations et demandent la séparation de pouvoir entre église et la politique. Dossier de notre rédaction. En République démocratique du Congo, les institutions religieuses, notamment l'Église catholique, jouent un rôle historique dans la vie politique, agissant comme médiateur dans les crises, promoteur de la démocratie et observateurs électoraux. Par exemple, la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, a été impliquée dans la surveillance des élections de 2023. Déployant 60 000 observateurs pour garantir la transparence. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu, apprécier ces hommes et ces femmes? Dans ces contextes, l'église Philadelphie, bien que moins documentée historiquement, semble suivre une tendance similaire en s'immisçant dans la sphère politique congolaise. Et des informations récentes notent qu'au début de l'année 2025, plusieurs membres de l'église Philadelphie ont été nommés à des postes clés, notamment conseiller du chef de l'État pour les relations avec le Parlement et autres institutions en mars 2025. D'autres postes, conseiller spécial pour le suivi du programme de développement local des 145 territoires en mars 2025, chargé des missions en charge des analyses stratégiques en juillet 2025. Ces nominations renforcent la présence de l'église Philadelphie dans l'entourage du président de la République. Quand on sait que les directeurs des cabinets du chef de l'État, le pasteur Kinzo, et d'autres membres occupant des postes stratégiques comme chef du cabinet de la première dame. Les nominations de membres de l'église Philadelphie ont suscité des réactions mitigées, alimentant des débats sur plusieurs aspects. Et ces frustrations seraient venues de la formation politique du chef de l'État, l'UDPS, qui se dit ne pas se retrouver dans toutes les nominations, remettant en question la séparation entre l'église et l'État, un principe constitutionnel en République démocratique du Congo.
L'UDPS craint que cela compromette l'impartialité dans la gestion de l'État, créant des conflits d'intérêts et marginalisant d'autres acteurs politiques, comme le membre de la coalition Union Sacrée. Pour d'autres acteurs, les nommés de l'Église de Philadelphie posséderaient des compétences et l'expérience nécessaires pour leur rôle. Ils estiment que leur affiliation religieuse ne devrait pas être un critère de jugement et que ces nominations reflètent une reconnaissance de leurs capacités. Ces débats reflètent des tensions plus larges sur la transparence et l'équité dans les processus décisionnels, avec des préoccupations sur les risques de politisation excessive des institutions religieuses. Les débats sont susceptibles de continuer, reflétant des préoccupations sur la nécessité de maintenir une séparation claire entre l'Église et l'État, tout en reconnaissant les rôles historiques des institutions religieuses dans la société congolaise. Rendons-nous à présent au Sud Kivu. L'acheminement de l'aide humanitaire dans les territoires et villes d'Uvira est suspendu. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi, qui l'a annoncé, indique que cette décision est prise suite à la manipulation de la population pour réduire à néant l'assistance humanitaire en faveur des sinistrés et déplacés. C'était à l'issue d'un conseil des ministres provinciaux tenu le mercredi 23 juillet 2025 à Uvira. Le gouverneur avait également souligné que cette décision sera levée que lorsque la population comprendra que cette aide humanitaire ne présente aucun danger. Restons dans cette partie du pays. Plusieurs cas de suicides ont été enregistrés ces jours à Bukavu. Le dernier cas en date est celui d'un jeune homme accablé par des problèmes personnels et sociaux. Ces derniers avaient sombré dans l'alcool avant de commettre l'irréparable. D'après le chef adjoint du quartier Pandi qui confirme cette nouvelle, il y a nécessité d'initiatives fortes pour freiner cette tendance. La ville de Bukavu fait actuellement face à une augmentation alarmante des cas de suicides. Plusieurs quartiers rapportent des tragédies attribuées à des facteurs multiples, notamment précarité économique, dépression profonde, désillusion sentimentale et consommation excessive d'alcool. Ces causes sont souvent entremêlées, traduisent le mal-être d'une jeunesse et des familles qui peinent à trouver des réponses face aux défis quotidiens. Le drame survenu le 21 juillet 2025 dans le quartier Pandi en est une illustration poignante. Un jeune homme, accablé par des problèmes personnels et sociaux, a sombré dans l'alcool avant de commettre l'irréparable. Christophe Itongwa, chef adjoint du quartier Pandi, a confirmé l'incident tout en soulignant la nécessité d'initiatives fortes pour freiner cette tendance. Selon lui, la régulation de la vente d'alcool, particulièrement dans les zones les plus sensibles, est devenue une urgence pour réduire ces comportements à risque. Face à ce constat préoccupant, un appel à la mobilisation collective s'est fait entendre. Les autorités locales sont invitées à renforcer les campagnes de sensibilisation et à mettre en place des centres d'écoute et de soutien psychologique. Par ailleurs, les leaders communautaires et les associations doivent être impliqués pour offrir un cadre de dialogue, d'accompagnement et d'espoir afin que Bukavu ne devienne pas une ville où le désespoir l'emporte sur la vie. Lutte contre le choléra, bientôt les débuts de la campagne de vaccination contre cette épidémie dans la ville de Kinshasa. En attendant justement le lancement proprement dit de la campagne, la population est vivement invitée à l'observance des mesures d'hygiène, dont le lavage correct et régulier de mains après avoir été aux toilettes, insiste Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, touchée par le choléra, va bientôt lancer la campagne de vaccination contre cette épidémie. Selon le docteur Dieudonné Mwamba, qui intervenait sur congocroissance.com, la capitale n'est pas en retard. Elle connaîtra très bientôt les débuts de la campagne de vaccination contre le choléra après quelques provinces. En attendant le lancement proprement dit de cette campagne fortement attendue dans la capitale, la population, Dieudonné Mwamba recommande à la population à l'observance des mesures d'hygiène dont le lavage régulier et correct de mains. Face à ces symptômes, l'Institut national de la santé publique, qui a activé son centre d'opération d'urgence de santé publique dans son volet de sensibilisation, exhorte la population à la vigilance. Une fois que l'un de ces symptômes est observé, se rendre le plus possible au centre de santé le plus proche pour les premiers soins avant la zone de santé où tous les cas de choléra confirmés sont pris en charge gratuitement.
Kinshasa dispose actuellement de 5 centres de traitement opérationnel. Il s'agit de l'hôpital d'Ingiringiri, l'hôpital de Kokolo, Pakadjuma, Maman Koko, à Mongefula et l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo. Cependant, l'idée, selon les docteurs Dieudonné Mwamba, est d'en ajouter d'autres afin d'assurer une large prise en charge des cas. La campagne de vaccination contre le choléra est actuellement en cours dans 11 zones de santé réparties dans 4 provinces, notamment Tanganyika, avec 2 zones de santé, Maniema, 4 zones de santé, Okatanga, 2 zones de santé, ainsi Tchopo avec 3 zones de santé. En France, Emmanuel Macron a annoncé sa décision d'une reconnaissance de l'État des Palestines au nom de la France à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies prévue en septembre prochain. Mais quel est le profit de la France dans cette décision? L'avenir nous en dira plus. Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, la France reconnaîtra désormais l'État des Palestines. Le président français Emmanuel Macron a promis de faire l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre prochain. La France deviendra le 142e pays à reconnaître l'État palestinien. Le pays deviendra même les premiers membres du Conseil de sécurité de l'ONU à faire tout comme les premiers pays du G7. La décision a fait réagir le monde. Au-delà des Palestiniens et des Israéliens, parmi les premiers à réagir, les plus grands alliés d'Israël, les États-Unis, ont fermement rejeté les projets du président français de reconnaître un État palestinien, parlant d'une décision imprudente qui fait reculer la paix. Pour Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis, cette décision imprudente ne sert que la propagande du Hamas et fait reculer les processus de paix. C'est un camoufle pour les victimes du 7 octobre. Les États-Unis, qui a toujours pour coutume de s'opposer à cette décision, y compris sous la précédente administration de Joe Biden, à toute reconnaissance unilatérale d'un État palestinien, préférant une solution négociée. Place au rappel des titres à présent. Tension au parquet général près le Conseil d'État. Un réseau mafieux de l'insertion de noms fictifs dont la liste des payes en complicité avec la Robank a été démantelée. Pour l'heure, les agents sollicitent l'implication du VEPEM en charge de l'intérieur, en charge plutôt de la fonction publique, Jean-Pierre Liaouf. Préparation de la session budgétaire de septembre, le bureau de l'Assemblée nationale et le gouvernement central harmonisent le vœu sur des questions d'intérêt national. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le président français Emmanuel Macron a promis d'annoncer la reconnaissance de l'État des Palestines lors de l'Assemblée générale des Nations unies prévue en septembre à New York. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant, la revue de presse. Et ce sera avec Nathan Diamouité qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jenny Kaem et merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Voilà, actuellement des sujets religieux sont à la base des polémiques. Il y a quelques jours, c'était le pasteur Marcelo, mais cette fois-ci, c'est l'église Philadelphie qui est pointée du doigt. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe ? Tout à fait, Jenny Kayembe, encore une nomination de l'un des fidèles de l'église Philadelphie, mais une centaine de commentaires dans les médias. Eh bien, WeleNews.net rapporte que la scène politique congolaise vient d'enregistrer un fait inédit. L'église Philadelphie, bien connue dans la sphère évangélique, s'impose désormais comme une force politique de premier plan. Selon les récentes ordonnances des nominations rendues publiques, 15 mandataires désignés dans les entreprises et institutions publiques sont tous issus de cette communauté Jenny à travers ces titres que nous propose Actu7.cd, le portail
fait savoir que l'église Philadelphie fait le carton plein dans la quasi-totalité des secteurs du pays, notamment dans les entreprises publiques. Le berger Roland Dallot, qui est le fondateur de ce mouvement religieux cité dans les pages intérieures de ce journal, peut bien se frotter le main d'avoir donné à la République un fils spirituel reconnaissant vis-à-vis de lui. Ses regards portés sur ses frères spirituels qu'est ses compagnons de lutte politique fait de Félix Tshisekedi un chrétien fondant sa foi sur Dieu pour la transformation du pays en panne des valeurs morales, Jenny. Et il avait fallu juste quelques heures après pour voir vite la réaction du parti présidentiel UDPS, le partisan de Félix Tshisekedi, qui sont montés au créneau pour manifester leur mécontentement face à ces nominations. Nous le voyons sur le mur du compte X du journaliste Jean-David Kilolo, et qui note RDC nomination de ministres et mandataires. L'église Philadelphie impose sa loi, l'UDPS pleure, dénonce. Eh bien, l'union sacrée silencieuse. Et Jenny, autre chose dans cette affaire, il y a justement cette caricature que nous propose la presse en ligne Mediapo, qui précise que la nomination de Mehdi Vedesso, issu de l'église Philadelphie, au sein du cabinet présidentiel, suscite l'indignation chez plusieurs militants de l'UDPS. Des interrogations ont émergé quant à l'équilibre entre mérite individuel et affinité spirituelle dans le choix du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Eh bien, nous pouvons lire rapidement sur ce mur, la base de l'UDPS dénonce les clientélismes religieux dans les nominations. Là, vous voyez quelques cadres du parti présidentiel qui disent, j'ai porté des t-shirts à l'effigie du chef de l'État, j'ai défendu sa gestion dans toutes les émissions, j'ai les profils idéaux, madame. Et bien, de l'autre côté, les secrétariats des nominations officielles qui répliquent, oui, mais il vous manque une carte de baptême de l'église Philadelphie, un verset biblique en guise de recommandation, revenez quand vous aurez tout ou ça, Jenny et Kayembe. Indignation, Nathan Diamouete, mais qu'est-ce qu'il reproche exactement à l'Église? Eh bien, ils ne sont pas d'accord parce que ça fait depuis que le président de la République est au pouvoir, eh bien, c'est les fidèles de l'église Philadelphie qui sont beaucoup plus nommés dans les institutions publiques. Eh bien, c'est leur mécontentement. Ah bon, mais à mon humble avis, je trouve que c'est pas mal que l'Église puisse gérer les institutions du pays. Seulement, les enfants de Dieu doivent faire un effort de laisser une bonne image, de laisser des empreintes vraiment assez remarquables, de faire un effort d'être différent avec... pour ne pas dire des païens. Tout à fait. Moi, en tout cas, je ne suis pas contre le choix du président de la République. Tout à fait. On reste journaliste. Deuxième sujet de votre revue de presse, Nathan. Actuellement, il y a des problèmes, il y a des tensions au sein du secteur de l'environnement. L'autre fois, c'était avec ACE. Je vois aujourd'hui, c'est avec le Fonds forestier national. Le climat est loin d'être apaisé. Tout à fait. Et Jenny Ikayembe, plusieurs journaux ont accordé une place de choix à cette information. Il est essentiel tout d'abord de rappeler que quelques décisions de la ministre d'État chargée de l'environnement, Eve Bazaïba, font l'objet des contestations, notamment la mise à l'écart du président du conseil d'administration du Fonds forestier national, Rigobert Kouta, qui reste toujours suspendu malgré la fin officielle de sa suspension. Eh ben, pour le journal Le Maximum, qui titre Fonds forestier national, Eve Bazaïba s'oppose à la justice depuis que la ministre d'État a suspendu de ses fonctions Honoré Moulumba, qui est directeur général de cet établissement public, qui a contesté cette mesure devant le Conseil d'État. Les conjonctures vont dans tous les sens, y compris celui qui accuse Eve Bazaïba de faire place nette pour des mandataires de son obédience politique. Le portail relève en même temps Jenny Kayembe, selon les sources judiciaires qu'il a interrogé, le non-respect d'une décision de justice peut entraîner des sanctions pénales en l'encontre de son auteur. Quel qu'il soit, le code pénal congolais réprime tout acte qui compromet l'autorité ou l'indépendance de la justice. Eh bien, Flash Info de son côté souligne dans son portail que l'ordonnance ayant force exécutoire, les directeurs généraux Honoré Moulumba étaient donc en droit de reprendre ses fonctions immédiatement. Eh bien, pourtant, à peine 24 heures plus tard, soit le mardi 22 juillet dernier, c'est une véritable scène de blocage institutionnel qui s'était déroulée. Le cabinet du DG, accompagné de ses collaborateurs, a été empêché d'accéder à ses bureaux. Pire encore, dans cette affaire, Jenny Kayembe précise le tabloïd, la contestation des Eve Bazaïba contre le rétablissement du directeur général du FFN découle des accusations déjà reformulées
par Rigobert Kouta PCA depuis son arrivée en 2023. Eh bien, la question qui se pose, Jenny, est de savoir si le PCA Rigobert Kouta avait raison dans ses révélations lors de différentes conférences de presse qu'il a animées sur la gestion du Fonds forestier national. Jenny, il n'est pas du ressort d'un ministre de s'opposer à une décision de l'autorité judiciaire compétente pour résoudre les litiges entre son département et un individu, surtout depuis que la décision ministérielle a été suspendue par les conseils d'État, conclut ce même tabloïd. Jenny, cette situation, vous l'avez dit tout à l'heure, persiste également à l'agence congolaise de l'environnement. C'est le média en ligne Scoop RDC qui nous informe par ses titres. Gestion de l'AC, Delphin Lama le remporte sur Eve Bazaïba, le directeur général de cet établissement public qui a été d'ailleurs suspendu lui aussi le 25 février dernier de ses fonctions par Eve Bazaïba pour des graves manquements aux devoirs réglementaires constatés dans son chef. Eh ben, lui aussi, il est en train de récupérer son fauteuil. Dans sa correspondance adressée à la ministre, à la Mineta, consultée par ce média, mercredi 16 juillet dernier, les directeurs des cabinets du président de la République, sur ordre de ces derniers, la somme de lever sa mesure de suspension en vue, dit-il dans cette lettre, de préserver le fonctionnement harmonieux de cet établissement public et de garantir la régularité des actes de gestion. Anthony Kinzo, cité dans les colonnes intérieures de ce journal, justifie cette exigence du président de la République, Félix Tshisekedi, de voir la suspension de Delphin Lama être levée par le fait que l'analyse de son dossier révèle que les éléments portés à la connaissance de la présidence de la République nécessitent davantage d'évidence. Et en même temps, Jenny Kaimba, pour clore, il instruit l'inspection générale des finances de diligenter un audit financier et administratif approfondi à cette agence. Tout à fait, Nathan, qu'il y ait des suspensions et madame qui continue à s'opposer à la justice. Est-ce qu'elle a compétence ou soit elle doit se référer à la justice? Tout à fait, elle doit se référer à la justice, surtout que les chefs de l'État avaient demandé, avant de suspendre, désormais, il faut qu'il soit informé au préalable. Mais aussi saisir l'IGF, comme vous avez dit à la fin. Tout à fait. Merci beaucoup, Nathan, pour votre revue de presse. C'est moi que vous remercie, Jenny Kaembe. À vous, madame, messieurs, merci de votre attention soutenue. L'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd et sur YouTube Banambuka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.